webinaire qui est organisé par l'API en partenariat avec l'ISOC. L'API est présidée par M. Ibrahima Noureddine Diagne, qui est l'administrateur général de Guindé 2000. Et il est vrai, M. Diagne, que vous êtes quelqu'un de passionné par le domaine du numérique depuis plus de 24 ans, avec un accent tout particulier sur le commerce extérieur, la dématérialisation et la facilitation des échanges. Vous avez été un expert auprès des Nations Unies et il est donc tout naturel aujourd'hui que vous soyez le président de l'African Performance Institute, un groupe de réflexion et d'animation panafricain qui est destiné à la promotion du numérique. Pouvez-vous nous en dire plus au sujet de l'ambition de ce groupe et préciser dans quelle logique cette animation s'inscrit? Merci beaucoup, Léo Kadi, de me donner la parole et de me permettre de remercier d'abord nos prestigieux invités pour ce forum, cette discussion qui porte sur un sujet d'une très grande importance. Je vais rapidement donc vous dire ce qu'est l'African Performance Institute. C'est un groupe de réflexion qui a été mis en place en 2017 et qui a pour vocation de traiter la question digitale toujours avec un regard sur comment la valeur peut être endogène à l'Afrique à chaque fois que le digital est utilisé, que ce soit à l'échelle du gouvernement, des entreprises ou simplement au niveau de la vie de tous les jours. Donc, c'est ça le but et nous avons organisé plusieurs manifestations au Sénégal. Cette année, le contexte de la crise du Covid nous a conduit à faire ce format international et je suis très honoré que nous ayons des panélistes aussi prestigieux qui vont sans doute donner de la hauteur à la discussion que nous allons avoir. Je tiens également à remercier de tout cœur ISOC qui a permis à travers sa plateforme Zoom et l'interprétation de rendre cette conférence possible et de façon interactive. Alors, je ne peux pas terminer sans vous remercier, Léo Kadi, vous-même, d'avoir accepté donc de modérer cette table ronde de haut niveau. Et ça a été spontané dès lors que je vous ai sollicité pour cela. Vous êtes habitué, bien entendu, à le faire. Vous accompagnez des décideurs, en fait, dans le coaching sur le leadership. Et vous êtes bien connu sur la place parisienne où vous êtes. Et j'ai eu l'occasion de découvrir tous vos talents à travers des séminaires de haut niveau auxquels j'ai pris part. Donc, c'est aussi un honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui comme modératrice. Voilà tout ce que je pouvais dire à titre d'introduction. Je dois également saluer son Excellence Madame Amira El Fadli de l'Union africaine, qui a été mandatée par le président de la Commission, qui a eu la bienveillance de répondre à notre invitation en nous indiquant son indisponibilité, mais en nous mettant en relation avec donc, le commissaire, Madame Amira Al-Fadi. Nous sommes très honorés, Votre Excellence, de vous avoir aujourd'hui dans ce panel. Voilà, Léo Kadi, je vous retourne la parole pour ce webinaire. Merci beaucoup pour cette introduction et le contexte dans lequel effectivement il se déroule. Nous avons également de nombreux auditeurs qui sont présents aujourd'hui. Sachez que ce webinaire est diffusé simultanément sur les réseaux sociaux, donc il se veut interactif et c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à écrire vos questions au fur et à mesure des interventions de nos panélistes sur le bouton QR qui est en bas de l'écran, afin qu'au fur et à mesure de leur venue, nous puissions les transmettre à nos panélistes et pouvoir avoir des réactions assez rapides par rapport aux points qui sont évoqués. Donc, la question relative à la mobilité intra-Afrique pendant la pandémie Covid-19 intéresse tout le continent. C'est aussi la raison pour laquelle notre webinaire sera traduit simultanément aussi en français, en anglais, pour permettre d'avoir un ralliement plus large autour de ce point. De manière très concrète, la crise de la pandémie du Covid-19 a entraîné des bouleversements importants au niveau mondial avec des conséquences sociales, sociétales, sanitaires et bien entendu avec un impact fort sur toutes les activités économiques qui ont été frappées de plein fouet. Certains États ont opté pour des mesures de confinement total, partiel, des couvre-feux et au plus haut des pics de contamination, des fermetures de frontières qui ont eu pour effet immédiat de stopper la circulation des biens et des personnes pour se préserver momentanément en priorisant le volet sanitaire de cette crise. À l'heure de la relance des économies, l'équation de la mobilité des personnes reste un sujet complexe, en particulier pour la clientèle d'affaires, l'environnement des affaires, mais aussi pour les populations.
Et force est de constater que les États, d'une façon générale, prennent des mesures, certes, qui sont concertées, mais qui ne sont pas toujours réciproquement cohérentes. Donc, votre micro est fermé, Léo Kadi. Votre micro est fermé. Léo Kadi, votre micro est fermé. Donc, force est de constater que les États, d'une façon générale, prennent des mesures concertées, mais pas toujours réciproquement cohérentes. La question, c'est de savoir comment les États africains peuvent se concerter et s'unir pour apporter des solutions concrètes à cette question. Et avant de nous rapprocher de nos invités, je souhaiterais qu'on puisse publier un sondage à l'attention de nos auditeurs, justement, pour savoir, selon eux, à qui diriez-vous qu'incombe cette mission en priorité? Est-ce qu'elle appartient au gouvernement, aux acteurs privés, aux acteurs publics ou éventuellement à d'autres acteurs? Le temps que nos publics répondent, je vais me rapprocher justement de nos panélistes avec cette première question. Donc, dans le contexte actuel, à qui diriez-vous qu'incombe la mission d'apporter les solutions concrètes? Aux États, au gouvernement, aux institutions, aux acteurs privés ou aux associations? Donc, nous allons laisser nos auditeurs répondre à cette question et le temps que les réponses nous arrivent, je vais me rapprocher de nos panélistes avec cette première question. Pouvez-vous sommairement nous dresser un état des lieux de l'impact de la Covid-19 dans votre secteur d'activité et les mesures que vous avez engagées? Donc, pour ce faire, je vais me rapprocher de son Excellence Almira El Fadi Mohamed El Fadi, qui est commissaire aux affaires sociales à l'Union africaine. Je vais également interpeller M. Oumar Kassoumi Dia, qui est le directeur général des transports aériens au ministère du Tourisme et des Transports aériens du Sénégal, pour avoir vos retours sur cette question. Je sais qu'il y a la traduction aussi en simultané, alors peut-être que je vais laisser la parole à M. Kassimou Dia, qui est le directeur général des transports aériens, ministère du Tourisme et des Transports au Sénégal, pour savoir quels ont été les lieux de l'impact de la Covid-19 dans votre secteur et les premières mesures que vous avez engagées. Bonjour tout le monde, je remercie les auditeurs qui vous écoutent à travers le monde. Je vous remercie aussi pour votre initiative qui, à mon avis, contribue à faire avancer les choses dans notre continent. Je vais aller droit à la réponse à la question posée. L'impact de cette pandémie dans notre secteur a été un impact important, un impact négatif important, dans la mesure où pour limiter les effets de la pandémie, il y a eu la fermeture des frontières aériennes en mars, le 22 mars, en fait, il y a eu la fermeture des frontières aériennes, mais pas seulement aériennes, hein, des frontières terrestres, etc. C'est les premières mesures qui ont été prises. Et pendant 4 mois, les frontières sont restées fermées. La conséquence, c'est que le trafic aérien au Sénégal a chuté de 97%. Il n'y avait plus que les vols d'évacuation sanitaire, les vols cargo et quelques vols de rapatriement qui étaient autorisés. Et cela a eu des conséquences énormes sur toute l'industrie du transport aérien au Sénégal. Donc, par-delà le fait que les gens ne pouvaient plus se mouvoir pour aller d'un pays, pour venir d'un pays vers le Sénégal, en fait, tout le secteur a été impacté et par ricochet, d'autres secteurs extrêmement importants de l'économie sénégalaise, comme le tourisme, l'artisanat, ont été aussi impactés par cette mesure de fermeture des frontières. Et donc, les mesures qui ont été prises, c'est déjà de faire de la résilience pour que l'on puisse continuer d'exister, pour que le secteur du transport aérien puisse continuer à survivre à cette pandémie. Et pour faire de la résilience, le seul moyen que l'État avait, c'était d'injecter des financements. C'est ainsi que certains mécanismes ont été mis en place, notamment le crédit du transport aérien qui a permis d'arriver à un résultat de 0 licenciement dans le secteur du transport aérien.
Et le fait qu'on ne licencie pas les travailleurs, le fait qu'on maintienne aussi les entreprises du secteur, c'est ça qui nous a permis, 4 mois plus tard, de commencer à réouvrir progressivement le ciel, en fait. Maintenant, cette reprise a été accompagnée d'un certain nombre de mesures. On a sorti des circulaires pour définir, en fait, le protocole sanitaire à suivre pour venir au Sénégal. Un protocole assez rigoureux qui permet, en fait, de faire des voyages en toute sécurité, sécurité au sens sanitaire du terme, mais aussi qui permet de rassurer les clients passagers pour qu'ils puissent avoir envie à nouveau de prendre l'avion et de venir au Sénégal. Bon, je ne rentre pas tellement dans les détails du... Oui, c'est les points clés, effectivement, les points clés. Oui, mais je dis qu'il y a déjà un certain nombre de problèmes. Pour entrer vraiment dans le vif du sujet, un problème d'harmonisation de ces protocoles, parce que le Sénégal a son protocole, la Côte d'Ivoire a son protocole, les autres pays ont leur protocole. Et ça je pense que ça pose un problème, l'harmonisation du protocole, ne serait-ce que parce que certains pays demandent des tests Covid 7 jours dans leur protocole, nous on demande 7 jours, d'autres demandent moins, ce n'est pas harmonisé. Ça, c'est un problème. On est confronté aussi concrètement, parce que je pense qu'il faut être très concret, sur le terrain, au niveau de l'aéroport, à un problème comment on va l'appeler, de fracture technique. C'est-à-dire que certains pays disposent de laboratoires agréés, et donc les gens peuvent venir avec les tests exigés par le Sénégal, mais il y a des voyageurs qui arrivent de pays et qui n'ont pas de laboratoire agréé, et ils sont obligés d'être testés ici à Dakar à leurs frais. Et donc, il y a cette fracture au niveau des moyens médicaux qui, concrètement sur le terrain, nous a posé beaucoup de problèmes au niveau de la reprise. Je ne veux pas capitaliser le temps, je pense que le temps est très limité. Je vais peut-être m'en arrêter là pour le moment. Absolument, je vais rebondir justement. Merci beaucoup pour ces points que vous avez évoqués. Donc, cette histoire autour de l'harmonisation des protocoles, mais également les disparités qu'il peut y avoir entre les différents pays, notamment par rapport aux mesures qui sont mises en place. C'est la raison pour laquelle je vais aussi me rapprocher du commissaire aux affaires sociales à l'Union africaine, justement, pour avoir son regard, son retour sur la manière dont le Covid les a impactés, et en même temps, quel genre de mesures ont pu être mises en place comme premier élément de réponse lorsque la pandémie s'est présentée. Bonjour et bienvenue, madame. Thank you very much, and I would like to thank the African Performance Institute for inviting the African Union Commission. I will be speaking on behalf of the chairperson of the African Union Commission, His Excellency Moussa Faki. Au nom de son Excellence, Monsieur Faki Mahamat, je voudrais commencer par remercier tous les membres du panel et tous les participants de ce webinaire au nom de son Excellence, le commissaire de l'Union africaine. Son Excellence, Monsieur Moussa Faki, aurait aimé être avec vous ce matin dans cette importante webinaire. Malheureusement, il est très occupé, comme vous pouvez le deviner. En plus du COVID-19, il y a des questions politiques avec lesquelles il est occupé. Donc, je présente ses excuses. Au fil des décennies, les pays sont en train de faire une transition et sont de plus en plus connectés. Que ce soit les applications comme Uber ou les applications de transfert de fonds, on va continuer à utiliser le numérique dans nos vies quotidiennes. Et j'ai lu dans la note conceptuelle les informations, c'est le sujet de notre webinaire, avoir une information numérique et des connaissances numériques en Afrique. Donc, j'apprécie vraiment ce travail qui est fait par l'API. Nous ne voulons pas que l'Afrique soit laissée pour compte. Je peux continuer, madame?
Nous ne voulons pas donc que l'Afrique soit laissée pour compte. Au début de cette pandémie, le premier cas qui a été recensé était le 14 février, une semaine après que le commissaire de l'Union africaine a réuni les ministres de santé africains et les ministres ont approuvé une stratégie contre le COVID-19 et donc c'est la meilleure manière de gérer cette pandémie au niveau africain. Donc on a agi rapidement en tant que commission et cette stratégie contre le COVID-19 a été approuvée par le bureau des chefs d'État et de gouvernement et a été dirigée par le président de la République de l'Afrique du Sud, son Excellence Cyril Ramaphosa. 16 chefs d'État et de gouvernement étaient présents à cette réunion. Il y avait aussi la présence des présidents des CER. Et donc, nous avons vu qu'on a agi d'une manière unifiée. Et donc, ceci est notre force en tant qu'Africains. Et ceci a montré au monde que quand l'Afrique décide d'agir à l'unisson, ceci sera une force. Donc, nous devons agir ensemble et les efforts contre le COVID-19 se réaliseront. Nous avons aussi la CDC, Africa CDC. C'est une institution technique qui est en train d'être leader contre cette pandémie du COVID-19. Nous avons eu 3 réunions ministérielles. Nous avons un comité des ministres des Transports, des Finances et de la Santé. À travers ces 9 mois, nous avons réuni les ministères des Transports, de Santé. D'ailleurs, ils se sont réunis le mois dernier pour décider comment nous pouvons ouvrir le continent suite à la fermeture du continent et comment on peut garder l'équilibre entre sauver des vies et sauver les moyens de subsistance de nos populations. Nous savons tous qu'il y a des pressions économiques sur nos pays. Donc, cette réunion, nous avons pu lancer une campagne de sauver des vies et tout en sauvant les moyens de subsistance. Et nous avons préparé un document avec le support de Africa CDC. Donc, on a essayé de sauver des vies sans, encore une fois, mettre en danger les moyens de subsistance. Donc, voilà mes remarques pour le moment et on pourra continuer nos discussions. Merci pour cette réponse. Avec l'ensemble des points qui ont été évoqués, ces rencontres, ces mesures, une manière de se concerter, en tout cas de se renfermer sur soi pour trouver des solutions concrètes par rapport à son territoire et aller plus loin, justement, en coordonnant des mesures d'une manière globale. Ce qui va être important à ce stade-là aussi, c'est qu'on a vu un peu d'une manière concrète comment la COVID-19, avec cet état des lieux, avait impacté des activités, avait impacté des organisations, avait aussi impacté des modes de communication et des modes de travail. Là, ce qui va être aussi important de mettre en lumière, c'est qu'il y a un autre segment qui a été impacté, c'est ce qu'on appellerait la clientèle d'affaires, qui se retrouve à cause de cette pandémie immobilisée et qui est amenée à devoir changer ses manières de collaborer, d'interagir, voire de conclure ses contrats. Et je vais me rapprocher de M. Ibrahima Kane, qui vous êtes directeur général de la compagnie nationale sénégalaise, justement Air Sénégal. Ce serait intéressant d'avoir votre avis, votre vision justement sur les impacts que cette pandémie a eu, notamment sur cette population qui est très active et qui est fer de lance au niveau du continent. Merci beaucoup et merci à vous et à M. Diagne d'avoir bien voulu organiser ce webinaire et je tiens aussi à remercier, à dire bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, cette pandémie a été, comme on disait souvent entre nous, d'une manière
avec un certain humour un peu noir, dans la file des personnes et des entités impactées, les compagnies aériennes sont au premier rang. Je ne vais pas revenir sur le chiffre de l'impact. M. Dia a déjà évoqué les 97% d'arrêt du trafic aérien au niveau de Dakar. C'est déjà assez impressionnant. Notre secteur va être soumis à rude épreuve. Tout le monde ne va pas survivre. Des compagnies ont déjà déposé le bilan. Et il y aura des compagnies qui vont être résilientes. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire et qui vont traverser la crise. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que le secteur lui-même va traverser la crise. Le secteur de l'aérien, qui est vraiment le premier impacté, est un secteur très jeune. Le premier vol commercial a eu lieu il y a exactement 106 ans. Entre-temps, l'aérien a appris à traverser et à gérer le risque principalement, que ce soit les risques météorologiques, les risques terroristes, que ce soit tout autre risque. Et l'aérien a été le premier secteur à rendre obligatoire et à renforcer le côté communication, la gestion des données, le transfert de données entre aéroports pour annoncer l'arrivée des avions, le nombre de passagers, la nature des biens et personnes. Et l'information est au cœur de notre activité. Et dans le cadre de ce webinaire, on est en train de parler de l'information. Qu'est-ce qui est exigé pour arriver où? Comment est-ce qu'on transfère l'information? À ce niveau-là, pour revenir vraiment au cœur de ce point, l'aérien a cette habitude de structurer des entités qui peuvent discuter ensemble, travailler ensemble de manière concertée entre les pays. Ceci constitue la première couche de dialogue qui a déjà été activée, que ce soit au niveau de l'AFRA, que ce soit au niveau de l'IATA, que ce soit au niveau de l'OACI. C'est cette couche qui, rapidement, peut continuer à élaborer des protocoles et à les harmoniser. Et nous sommes aujourd'hui, au-delà de ce choc que nous venons de subir, nous sommes aujourd'hui en train de redémarrer sur la base de ces premiers niveaux de discussion et des premiers niveaux de partage qu'il y a eu entre ces entités. Donc, pour information, Air Sénégal a repris ses vols. Au mois d'août, nous avons un niveau d'activité qui correspond à peu près à 50% de notre activité du mois de février. Nous avons repris quasiment tous nos vols, que ce soit vers Paris, vers Marseille, bientôt vers Barcelone, vers Milan bientôt, et vers la sous-région. Pour revenir, c'est le cœur de notre région, vers Abidjan, vers Bamako, vers Conakry, etc., etc. Air Sénégal a repris ses vols. Donc, il y a une relance, oui. Cette relance est en cours, mais il faut maintenant la fluidifier. C'est ça. Et pour la fluidifier, nous avons vraiment besoin de continuer à faire en sorte que l'Afrique ne soit, non pas dire que l'Afrique ne doit pas être en retard, mais pour cette crise que nous vivons, l'Afrique est en train de montrer son leadership. L'Afrique aujourd'hui est devant. Ce n'est pas pour rien que l'Union africaine a été le cœur de cette concertation, de cette coordination, y compris au niveau des approvisionnements, et a joué un rôle important. Et si on compare aux autres continents, l'Afrique a joué un rôle de leadership fort. Et nous comptons vraiment sur cette capacité de nos pays africains, que ce soit au niveau sous-régional avec la CEDEAO, avec l'UEMOA, pour continuer ces discussions et continuer à mettre en place cet accord entre les différents pays, ce protocole, tout en utilisant les instruments que les compagnies aériennes ont déjà pratiqués et éprouvés pendant des décennies, que sont ces différentes entités que je viens de citer. Donc, voici ce que je voulais avoir comme contribution. Merci. Merci à vous. Je reviendrai vers vous effectivement plus avant dans le débat. Là, il y a un appel qui est effectivement lancé à la notion de coopération, à la notion de co-construction, à trouver des moyens d'aller ensemble plus vite. Vous avez parlé de l'émergence justement d'un leadership. Qui prendrait la bonne décision? De quelle manière? Auprès de qui? Est-ce qu'on passerait à une organisation qui permettrait d'unir le privé et le public et dépasser un peu ces clivages-là pour apporter des solutions très concrètes?
Et donc, justement, pour pouvoir avoir des éléments de réponse à ce niveau-là, je vais me rapprocher du directeur général de Smart Africa, M. Lassina Koné. Je vais également interpeller M. David Bekele de la société ISOC et M. Ibrahima Noureddine pour qu'on puisse avoir des éléments de réponse très concrets. Avant la crise, ou en tout cas avant la pandémie, le numérique avait déjà commencé à avoir des lettres de noblesse qui se développaient dans différents pays du continent. Certaines actions étaient posées sur cette base-là. La question, c'est de savoir aujourd'hui, dans le creux de cette crise-là, qu'est-ce qui peut être proposé et comment vous, qui êtes des habitués de ces voyages d'affaires, de ces déplacements, qu'est-ce que vous avez mis en place et comment vous vous organisez à titre individuel. Je vais laisser la parole à M. Lassina Koné. Merci beaucoup de m'avoir, les organisateurs. Je ne reviendrai pas sur la situation actuelle, tout le monde le sait. Par exemple, suite à la pandémie Covid-19, de nombreuses activités, bien sûr, ont changé. Tout le monde sait, tout a été dit déjà. Surtout quand on regarde, je dois souligner qu'en mois de mai, la Commission économique des Nations Unies, qui est ICA, qui est basée en Éthiopie, avait estimé que le continent pourrait perdre jusqu'à 65,7 milliards de dollars, qui est pratiquement 2,5% du PIB annuel du continent, pour chaque mois de voyage. Et on a vu aussi les impacts au Nigeria, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et tout ça. Face à la pression économique, les pays africains ont commencé à simplifier le confinement et le couvre-feu afin de rouvrir l'économie. Il est important de noter qu'avant la Covid, bien sûr, les pays africains étaient sur une très bonne trajectoire. Smart Africa, en tant que l'organisation panafricaine qui couvre 30 pays, pour transformer l'Afrique en un marché numérique unique. Les indices, tout était ouvert. Et pendant le Covid, ça montre beaucoup plus la nécessité. Moi, je dirais que c'est, comme je le dis souvent en anglais, le Covid est appelle an unfortunate fortune, c'est-à-dire c'est une fortune unfortunate. C'est-à-dire c'est le moment est arrivé pour accélérer la transformation numérique de nos pays. Mais face à cette situation de Covid, il faut dire quelque chose. Il faut dire que les impacts sont énormes. Hein. Par exemple, les réunions d'affaires sont limitées à quelques participants et les bureaux sont limités de 50 au Rwanda et c'est 50% pour le secteur privé, 30% pour les agences de l'État. Les écoles sont fermées. Ils font simplement l'enseignement en ligne. J'ai même vu dans mon propre pays, qui est la Côte d'Ivoire, l'enseignement en ligne qui est revenu à l'enseignement à la télévision qui date certainement de 3-4 générations du temps de ma et de nombreuses activités. Face à tout cela, moi je pense qu'il y a quelques défis. On était en train d'avancer, on avance toujours sur les trajectoires numériques et Covid, la pandémie tombe. Et les autorités de la santé, comme Madame la commissaire vient de le dire, elle a bien dit que les ministres de la Santé et les ministres des Finances et les ministres des Transports ont été conviés à plusieurs réunions pour trouver, parce qu'on voit un problème socio-économique sanitaire, mais on n'a jamais vraiment associé la technologie. Donc moi, je trouve que le premier défi qu'on a, c'est la gouvernance de la gestion de la crise. Parce que notre constat au niveau de Smart Africa est que les acteurs actuels pour la gestion de la crise ne sont pas du tout inclusifs. La gestion de la crise dans la majorité de nos pays est toujours limitée à la santé, finance et le transport, tout en laissant pour compte que la technologie peut apporter beaucoup de solutions pour faciliter. Notamment, traçage des contacts. Malgré tous les efforts déployés aujourd'hui dans d'autres pays, la propagation de la maladie est principalement due à une recherche, à un traçage des contacts inefficace et à des mesures de lutte antivirus inefficaces. Au moment où un cas positif est identifié, la personne a été en contact avec des personnes et de nombreux de Covid positifs, continue à propager la maladie.
comment est-ce qu'ils font le traçage? Je connais certains pays, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, ils ont mobilisé 60 000 personnes pour juste l'activité de traçage. Il y a un coût. Aussi, le coût du kit de test COVID-19, qui s'élève à environ $50 par kit, dépendant de quel pays où tu te trouves. Je sais qu'il y a des pays africains où ça monte jusqu'à $100-150. Les tests de masse sont appliqués dans de nombreux pays, mais le taux de positif de COVID est très faible par rapport au nombre de tests effectués, ce qui entraîne beaucoup de pertes de ressources. Ça, c'est en réalité. Dans un pays africain, par exemple, environ 5 000 tests de COVID sont effectués quotidiennement et le cas de positif est inférieur à 1%. Cela signifie que 4 950 kits de tests sont gaspillés quotidiennement, ce qui traduit à pratiquement 24, on parle de $247 000, parce que $50 multiplié par 4 000, c'est une grande perte. Donc, environ $250 000 sont gaspillés par jour, ce qui signifie 1 750 000 sont dépensés chaque semaine en kits de tests qui pourraient être économisés ou alors utilisés. Je m'arrête là parce que je sais que je m'arrête là, je peux certainement continuer, mais la conclusion que j'ai faite, la gestion de la crise est vue comme une crise sanitaire, financière, transport, mais pourtant la technologie est la solution. Donc, Monsieur Koné, donc sur l'information clé, c'est de dire que dans le cadre de cette crise-là, ça a permis à des acteurs qui ont l'habitude de travailler en silo, chacun dans leur domaine, dans la santé, dans les finances, dans les transports et de trouver des solutions propres. Ça les oblige à sortir de ce réflexe naturel pour réintégrer la technologie comme colonne vertébrale de la réflexion et de permettre justement de co-construire quelque chose. Et en tenant compte justement de construire quelque chose avec un langage commun pour sortir de la pandémie et trouver des solutions qui soient actuelles et donc durables. Donc, je vais me rapprocher de Monsieur Dawit Bekele, puisque vous êtes vraiment aguerri à ces éléments de technologie, vous vous déplacez beaucoup par rapport à votre fonction, donc vous êtes aussi impacté. Et la question, ça va être de savoir de votre côté, on a évoqué les éléments de traçage, le coût des tests, comment selon vous, cette technologie-là, ce numérique, pourrait être un levier justement pour faire avancer les choses au sein de cette crise? Merci Léocadie. Excellence Madame la Commissaire, chers panélistes, chers participants, c'est un plaisir pour Internet Society de travailler avec API sur ce sujet très important et d'actualité. Comme vous le savez peut-être, Internet Society est une organisation non gouvernementale créée par des pionniers de l'Internet pour s'assurer qu'on a un Internet ouvert, globalement connecté et fiable pour tout le monde. Donc, pour un peu revenir à votre question, comme vous l'aviez mentionné, nous voyageons beaucoup, personnellement, ainsi que avec tous mes collègues, et nous constatons qu'il y a un grand nombre de problèmes pour la mobilité en Afrique. Vous l'avez mentionné, il y a très peu de routes terrestres ou aériennes. Le coût est élevé, en fait, en Afrique. Par exemple, pour moi, qui suis à Addis Abeba, ça coûte moins cher d'aller à Washington plutôt qu'à Dakar. Et les obligations de visa, surtout pour les Africains, sont assez complexes. Et obtenir un visa, c'est aussi compliqué parce qu'il n'y a pas d'ambassade ou de consulat partout. Et bien sûr, même dans le pays, l'obtention d'un passeport, quelquefois, peut prendre quelques mois. Covid-19 a compliqué encore la situation. Comme vous l'aviez dit, les vols se sont raréfiés, les consulats ont été fermés et quelques pays sont presque inaccessibles. J'ai essayé de voir, par exemple, comment je pourrais partir à Dakar aujourd'hui et c'est très difficile parce que le vol direct qui existait il y a quelques mois n'existe plus.
Donc, peut-être il faut passer par Paris ou quelque chose comme ça. Donc, ça va être très, très dur. Et en plus, il y a des exigences sanitaires. Il faut avoir un certificat test COVID et il faut s'assurer que ça sera un certificat qui sera accepté à l'arrivée, accepté par la compagnie aérienne. Donc, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on n'est pas dans le transport, donc je ne peux pas vraiment parler de ce qu'on a fait pour ce problème, mais je peux parler de ce qu'on a fait au niveau de notre organisation. Tout d'abord, on a arrêté tout voyage professionnel. Nous avons changé tous nos programmes, toutes nos activités pour qu'elles soient en ligne. Ça a été relativement facile parce que nous, on était habitués à travailler en ligne. Donc, c'était vraiment de petits changements. Et ça a été rendu facile parce que beaucoup de gens qui refusaient de travailler en ligne ont commencé à travailler en ligne. Donc, en fait, on travaille autant, peut-être plus qu'avant la pandémie. Donc, quelquefois, je dis qu'on est peut-être l'organisation qui a été la moins impactée. Tout à l'heure, le directeur de Air Sénégal disait qu'ils ont été les plus impactés. Nous, on a été presque les bénéficiaires de cette pandémie. Oui, parce que vous avez mis en place des nouvelles façons de travailler. J'ai justement la question d'un auditeur qui vient d'arriver, qui pose la question de savoir est-ce que c'est le moment d'avoir une vraie réflexion très concrète en passant à l'action, en créant des plateformes communes justement qui permettent des transferts d'informations, des modalités pour mieux travailler ensemble à distance et pas simplement se cantonner au télétravail classique tel qu'il existait avant la pandémie. Tout à fait. Je pense que M. Koné l'a aussi dit. C'est vrai que cette pandémie a beaucoup de côtés graves, tristes, mais c'est aussi, ça nous ouvre les yeux. C'est peut-être un réveil, surtout pour l'économie digitale, surtout en Afrique, où il y a quelques pays, beaucoup de pays même, qui ont négligé ce que ça pouvait apporter. Donc, par exemple, maintenant, heureusement qu'on a Internet. Sinon, cette réunion ne pouvait pas avoir lieu. Heureusement qu'on a Internet. Sinon, beaucoup d'étudiants ne pouvaient pas aller à l'école. Donc, je pense que les réticences qui existaient au niveau de l'Internet vont, en tout cas, diminuer après la pandémie. Très bien, monsieur Bekele. Je vais me rapprocher de monsieur Noureddine, justement, Diane, pour avoir aussi sa vision, sa perception sur cette question-là, puisqu'effectivement, on change de paradigme, hein, et puis le numérique devient cette colonne vertébrale, devient apporteuse de solutions très concrètes, permet justement à cette clientèle d'affaires de se réorganiser dans ses modes de gestion d'affaires, et en même temps, de façon concrète, comment est-ce qu'on peut avancer, comment le numérique peut être un soutien, un levier justement pour apporter des solutions pragmatiques à la réflexion des acteurs qui sont actuellement sur le marché. Merci. Et je pense que mes prédécesseurs ont ressorti des points essentiels par rapport à l'enjeu même de la mobilité des Africains à l'intérieur du continent. Je partirai d'abord de l'Union africaine qui a mis en place le passeport africain. Et certains pays comme le Rwanda, où se trouve le siège de Smart Africa, ont permis à tout Africain de pouvoir voyager vers le Rwanda sans visa ou avec un visa à l'arrivée. Je pense qu'un pays comme le Bénin a fait la même chose. Donc, avant cette crise, l'Afrique était dans une logique de construction d'une intégration forte. Il y a également la zone continentale de libre-échange qui était un chantier qui a été plus ou moins retardé par la pandémie. Et cette pandémie-là a finalement constitué un frein quelque part, un obstacle à ces constructions parce qu'on n'envisageait pas les choses à distance. Et les technologies, comme l'a dit l'ancien Akone, donc DG de Smart Africa, ont un rôle aujourd'hui capital à jouer. Parce qu'on se rend compte que partout où il y a eu continuité d'activité, cette continuité a reposé totalement ou partiellement sur le numérique et le digital. Donc, les questions que les Africains doivent se poser à ce stade,
c'est quel contrôle ils doivent avoir eux-mêmes sur ce digital. Parce que ce digital, quelque part, a constitué un rempart pour permettre la continuité d'activités économiques. Ça, c'est un point, je pense, qu'il est important de creuser. Ensuite, sur le secteur du transport aérien, si je ne me trompe pas, et M. Khan me démentira au besoin, le continent africain était celui qui connaissait le taux de croissance le plus élevé. Et donc, du coup, la concurrence était de plus en plus intense et donc les coûts étaient de plus en plus abordables. Franchement, il y a 20 ans, quand je prenais l'avion sur des liaisons interafricaines, 90% des passagers voyageaient pour des raisons familiales. Aujourd'hui, lorsqu'on entre dans un avion pour des liaisons africaines, on a le sentiment qu'au moins 70% des passagers voyagent pour des raisons professionnelles. Donc, il y a eu un changement en termes de recherche d'opportunités des Africains sur leur propre continent. Et donc, pour revenir concrètement sur cette crise et ses implications en matière de santé, l'Afrique peut innover. Et c'est le sens de ce webinaire. C'est vrai qu'on n'arrivera pas, même si j'ai bien entendu ce qu'a dit le DG d'Air Sénégal, que le secteur aérien est quand même un secteur assez exceptionnel avec le secteur financier. C'est deux secteurs qui, en termes d'échange de données, sont allés vraiment au plus loin. Peu de gens se sont rendus compte du changement du billet papier au billet électronique. Et ça s'est fait sans problème. Et c'est une dématérialisation intégrale. Le secteur financier, j'en parle pas, c'est toujours un secteur qui est à la pointe de l'innovation sur les échanges de données. Mais le secteur sanitaire, voilà un nouvel enjeu. Ce n'était pas un enjeu prioritaire dans le voyage. C'était la sécurité, c'était les questions d'immigration, des questions de terrorisme. Et la santé, c'était un enjeu accessoire. D'ailleurs, il n'y a que dans les pays africains où on vous interpelle pour votre carnet de vaccination. En Europe, on ne vous le demande plus, en Amérique, partout ailleurs. Et aujourd'hui, c'est redevenu quelque chose de prioritaire. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire en Afrique, puisque aujourd'hui, on a les capacités de construire sur le plan technologique des initiatives, c'était de porter justement ce genre d'initiative sur un passeport numérique santé africain qui va prendre toutes les contraintes et qui va intégrer les laboratoires agréés ou pas agréés, mais surtout qui va préparer l'Afrique à la prochaine crise. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, une crise sanitaire à portée internationale, c'est possible, parce qu'on n'avait jamais vu ça de notre génération et même des générations antérieures. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que n'importe quelle maladie qui naît de n'importe quel endroit du monde aura pour vocation à contaminer tout le monde. Donc, c'est un sujet sur lequel nous, Africains, nous devons réfléchir et nous devons construire quelque chose qui convient à notre continent et qui soit interopérable avec ce qui se ferait ailleurs dans le monde. Donc, c'est un peu le sens de mon intervention par rapport à cette question. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments. Et c'est vrai qu'il y a un grand paradoxe, puisque l'Afrique a lancé quand même des... nous avons les résultats du sondage. Donc, c'est vrai, la question initiale était de savoir, dans le contexte actuel, à qui pensez-vous qu'incombe la mission d'apporter des solutions concrètes? 67% de nos auditeurs pensent que ça revient aux États, au gouvernement, 12% aux institutions, 18% aux acteurs privés, éventuellement 3% aux associations. En synthèse, par rapport à ce que vous avez évoqué les uns les autres, il y aurait un mix entre l'État, le gouvernement et les acteurs privés, ce qui permettrait effectivement de passer ce cap-là, à condition que chacun de ces acteurs fasse une démarche de réflexion individuelle sur sa manière de collaborer avec les autres acteurs du marché et de trouver des alliances qui soient probantes. Merci pour ce retour. Donc, j'évoquais avant la transition sur la dernière question qu'on vit également un paradoxe avec cette période, puisqu'il y a deux gros chantiers qui ont été lancés. Le premier, qui est l'accord ZLECA, qui devait permettre à l'économie africaine de réaliser une croissance d'environ 3,9% en 2020. Le second, c'est le projet qui est porté justement par l'Union africaine pour la création de ce commerce intra-Afrique. Et on se retrouve avec ces deux impératifs à gérer et un terrain qui finalement est peut-être moins proactif et moins porteur de solutions que ce qui aurait été attendu. Est-ce que vous pensez qu'avec ce passeport numérique, justement en rassemblant ces données avec les éléments de traçage, avec les éléments de suivi justement de ces différents passagers. Alors, on va peut-être commencer par regarder les voyageurs d'affaires, puisque ça va être eux la force et la valeur ajoutée. Mais il n'y a pas que, il y a également les personnes de la diaspora qui ramènent et qui développent des activités connexes. Est-ce que vous pensez que ce passeport numérique peut être une solution concrète, pérenne, et comment vous imaginez qu'elle puisse se développer? Donc, je vais
me rapprocher de M. Koné pour avoir sa vision, la vision de Smart Africa sur ce thème, et également de notre commissaire, justement pour avoir la connexion avec la santé, pour voir de quelle manière cette solution pourrait être probante. Merci beaucoup. Un passeport de santé numérique, c'est une initiative qui a été récemment proposée par l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, comme solution qui devrait garantir la sécurité des futurs voyageurs, des futurs voyages touristiques. Mais les touristes devront télécharger l'application, ce qu'on appelle HI plus carte, sur leur smartphone. Je dis bien smartphone, et la question va revenir là. Sur leur smartphone avec un profil numérique, seule une entité sanitaire accréditée par le ministère de la Santé pourrait télécharger les informations médicales au niveau du passager. Les informations stockées aussi par cette application seront cryptées, sécurisées. Le porteur du passeport ne pourra pas modifier les informations à part le statut du voyage sur le COVID. L'application gardera d'autres informations sensibles sur la santé. Je reviens là-dessus. Très belle initiative, mais pas inclusive. Quand vous dites smartphone, ça veut dire les portables intelligents, n'est-ce pas? Pour vous donner un peu de statistiques, il y a pratiquement demi-milliard d'abonnés qui ont l'Internet avec les mobiles en Afrique. Non, pardon, demi-milliard d'abonnés de téléphonie. Et dans le demi-milliard qui fait 500 millions, il y a à peu près 200 millions qui n'ont que des téléphones features phone, qui ne sont pas des smartphones. Donc, techniquement parlant, vous vous adressez à une population de pratiquement à peu près entre 280 et 300 millions sur 1 milliard. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, la protection des données personnelles. Ah oui. La protection des données personnelles sur ces smartphones qui auront les informations sanitaires des voyageurs. Combien de pays en Afrique sont signataires de la Convention de Malabo qui a été élaborée par l'Union africaine? Sur les 54-55 pays, nous n'avons que peut-être 12 pays signataires et 6 pays qui ont vraiment ratifié. Où allons-nous avec la protection des données personnelles? Donc, ça cause beaucoup de problèmes. En fait, beaucoup de challenges, je ne dirais pas problème. Pour le succès du passeport de santé, c'est lié à la croissance et à la pénétration et la hausse et l'adoption de téléphonie au niveau de l'Afrique. Au niveau du Smart Africa, qu'est-ce que nous proposons? Nous avons un challenge sur la connectivité, qui est le réseau. Entre parenthèses, tout le continent africain, pour vous donner un peu, il n'y a que 23% de la population qui a la connexion bande passante, grande bande passante. 48% de la population, on appelle ça usage gap, c'est-à-dire il y a la couverture, mais ce n'est pas abordable. Soit ils n'ont pas le téléphone smart pour accéder, alors soit ils n'ont pas, le prix est très haut. Il n'y a que 29% de la population africaine qui n'ont pas de couverture. Ce challenge, ça veut dire quoi par exemple? Il faut trouver une solution technologique dans le contexte africain. Et c'est à cela, depuis plus de 3 mois, au niveau de Smart Africa, nous avons commencé à réfléchir. Une solution qui n'a pas besoin d'énergie, une solution qui ne contient pas de GPS, pour dire la traçabilité, la localisation du patient, où est-ce qu'il se trouve. Donc, tu n'as pas les challenges des données personnelles. Une solution qui ne demande pas la connexion d'Internet. Et une solution à la longue qui sera beaucoup plus économique que les solutions aujourd'hui de la gestion de la crise sanitaire et pandémique est beaucoup plus avantageux. Et ça, je ne peux pas trop dévoiler, mais dans les 2 semaines à venir, vous allez certainement entendre la solution que Smart Africa est en train de présenter aux pays membres. Et toutes ces conditions dont j'ai dit, c'est réuni à cette solution. Et cette solution, malheureusement, j'ai bien lu le contexte. Dire une solution gratuite, la réalité, rien n'est vraiment gratuit. Hein. Même quand on nous a dit les masques ne sont jamais gratuits. La solution ne sera pas gratuite. Mais la solution est beaucoup plus avantageuse que ce que les États font en ce moment, investir dans les tests. Le coût unitaire des tests est 16 $, mais le client final paye à peu près 50 $, mais c'est subventionné parce qu'il y a au moins une mobilisation autour des processus des tests
Donc, qui fait que le coût de test de COVID aujourd'hui, les PCR, ça revient à $100. Cette solution n'a rien à voir avec tout ça. Et ça va permettre seulement, on appelle ça open economy. Avoir cette solution sur toi, avoir ton masque, alors ouvre ton économie et travaille. Parce que la plupart des temps, ne rêvons pas. COVID n'est pas venu pour partir. COVID est là pour rester. C'est à nous de s'adapter et vivre avec COVID jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Absolument. Donc, c'est aussi une manière, comme on disait tout à l'heure, d'avoir un impact sur les mentalités. Merci pour ces premiers éléments de réponse qu'on a en avant-première dans le cadre de ce webinaire, justement, sur ce projet, qui est un projet qui amène une réponse concrète actuelle, mais qui peut également être un projet sur la durée. Justement, j'ai la question d'un auditeur et donc je vais l'adresser au commissaire des affaires sociales avant de me rapprocher de M. Noureddine Diagne, justement. La question de notre auditeur est de savoir si le passeport numérique sera, comme le passeport numérique existe actuellement aux États-Unis, un moyen de centraliser toutes les données sur un seul endroit, qui aurait à la fois l'identité de la personne et également son état de santé, qui permettrait de faciliter les déplacements. Et est-ce que c'est vers cette solution-là, ou en tout cas vers ce contenu que vous imaginez que le passeport sera doté? Thank you again. I don't want to compare. Merci encore une fois. Je ne veux pas comparer avec celui des États-Unis, mais je veux dire qu'on est sur la voie. Comme le vice-président de l'Africa CDC l'a indiqué, nous travaillons sur donc, ce passeport numérique de santé. Ce n'est pas une nouvelle idée. Même avant la création de Africa CDC, on travaillait sur cela. Nous avons un département qui travaille sur les infrastructures. Nous avons un autre département de ressources humaines. Donc, nous travaillons sur ce sujet, mais il y a un travail sur l'infrastructure plutôt. Nous ne pouvons pas parler de technologie numérique et d'une meilleure connectivité sans parler d'une infrastructure robuste. Donc, en termes de stratégie et de politique, on veut voir comment on peut transformer notre continent vers un continent numérique. Donc, il y a plusieurs stratégies. Il y a même des projets qui sont dirigés par mon département, mais d'autres départements. La santé numérique, je pense que Ahmed va s'exprimer sur cela, c'est un de nos objectifs. Et avec la pandémie du COVID-19, nous avons utilisé beaucoup de technologies dans nos réunions, dans nos webinaires, voir comment on peut se connecter avec les États membres. Nous sommes en train de former notre personnel et ils utilisent ces technologies. Donc, si vous me posez la question il y a 9 mois, j'hésiterais à dire cela, mais après cette pandémie et après cette crise, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, nous utilisons davantage de technologies. Nous voyons que c'est possible. Nous pouvons, même à mon âge, les personnes de mon âge peuvent aussi utiliser les technologies. Donc, nous pouvons faire cela. Nous sommes sur la bonne voie. Et un de notre objectif à l'Union africaine, et je pense que Dr Ahmed va s'exprimer sur cela. Permettez-moi de m'excuser. J'ai une autre réunion qui commence dans 5 minutes avec la Commission de l'Union européenne. Donc, Dr Ahmed va prendre la relève et va continuer. Merci de votre présence. Bonne réunion, madame. Merci. Et je m'excuse encore une fois. J'ai une question. Je regardais en même temps les questions des auditeurs qui arrivaient avant de m'adresser justement à M. Noureddine Diagne. Je voulais qu'on lance un deuxième sondage justement pour avoir un peu le retour du public sur le passeport numérique finalement. Est-ce que selon vous, c'est une solution concrète qui répond à l'ensemble des points que nous avons évoqués? Donc, est-ce que c'est une solution adaptée? Donc, je vais lancer ce sondage-là et pendant que nos auditeurs y répondent, la question que j'ai adressée en direct à M. Noureddine Diagne qui vient d'arriver, c'est une question, je vous la donne telle qu'elle a été formulée par l'auditeur. Hein. Je pense que la solution qui est proposée risque de soulever une question de souveraineté numérique.
qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet et comment on pourrait justement commencer à traiter cette question en amont avant d'arriver à la concrétisation du projet en lui-même? Très bonne question. Sur la question de souveraineté et en même temps sur la question de protection des données, j'ai toujours une attitude assez mesurée. Vous savez, lorsque vous voyagez, vous faites une demande de visa, vous allez dans une ambassade, ils vous prennent vos empreintes, ils vous demandent le nom de vos arrière-grands-parents, où est-ce que vous avez fait vos études. Tout ça, c'est des données personnelles. Vous donnez ça, pas à l'ambassade, hein, mais au centre de service qui le relaie à l'ambassade pour avoir votre visa. Donc, on n'est pas dans un monde aujourd'hui où l'internationalisation ou le voyage peut être compatible avec des fragmentations en matière de souveraineté et en matière de protection de données à caractère personnel. Il y aura toujours un enjeu. Bien sûr, vous serez obligatoirement consentant parce que sinon, vous n'avez pas le visa et vous avez besoin du visa pour voyager. C'est donc des éléments aujourd'hui sur lesquels on ne doit pas nous-mêmes mettre des freins très élevés. Il faudra toujours avoir une bonne balance entre c'est quoi qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd. Inversement aussi, hein, un Américain qui viendrait au Sénégal ferait sa demande de visa, on lui demandera aussi toutes ces questions et ça restera dans des serveurs sénégalais. Donc, pour moi, il faut aller vers une construction où ces enjeux-là, on va les traiter de façon assez opportuniste. Parce que chaque pays les traite de façon opportuniste, ça veut dire dans le sens de ses intérêts. Aujourd'hui, le protectionnisme économique même se fait à travers ces questions. Vous avez suivi récemment TikTok avec les États-Unis, mais c'était inimaginable. Il y a quelques années qu'une entreprise, on lui donne 7 jours pour trouver un partenaire dans tel pays ou de disparaître. Est-ce que ça, c'est des choses qui peuvent se passer en Afrique? Est-ce qu'on peut aujourd'hui prendre ce genre de décision pour protéger nos économies? Sans doute qu'on va y arriver parce qu'on est dans un monde, j'utilise le mot, de plus en plus décomplexé, où les gens attachent de moins en moins de valeur à ce qui réunit les nations en termes d'engagement. Alors, ce passeport numérique, j'entends bien ce que vient d'en dire M. Koné et qui est très, très sensé parce qu'il y a des limitations en effet. Mais nous sommes dans un contexte international. Alors, si nous faisons quelque chose qui est très africain, qu'est-ce qui va se passer lorsque nous interagirons avec l'Asie, avec l'Europe ou avec le reste du monde? Donc, c'est également une couche supplémentaire, je pense, qu'il faut mettre en avant et se dire que également, bon, le billet électronique, de plus en plus, les gens l'auront sur un smartphone. Donc, les voyageurs sont peut-être des personnes qui ont un pouvoir d'achat qui les autorise peut-être à disposer d'un smartphone. Mais je pense que c'est une solution qu'il ne faut pas évacuer parce que ce qui va se passer, c'est ce qui se passe actuellement. C'est que vous allez faire un test au départ, un test à l'arrivée, un test au retour, et puis voilà, vous ferez 3 ou 4 tests, ça vous coûtera $500 simplement parce qu'il n'y a pas de coordination, il n'y a pas d'harmonisation entre les différents pays sur cette question-là. Donc moi, toujours sur les questions de souveraineté numérique et sur les questions de protection de données, je dis il faut être opportuniste, les mettre en avant quand il faut se protéger et les ignorer lorsqu'on a beaucoup à gagner parce qu'en réalité, nous sommes dans un monde ouvert où de plus en plus, tout va se savoir et c'est les entreprises qui possèdent le pouvoir de l'information plus que les États de plus en plus. Donc, voilà ce que je peux donner comme contribution. Merci beaucoup pour ce retour. J'ai une question en fait pour monsieur le ministre justement, monsieur Dia. Qui se pose la question de savoir si on inclut justement, on intègre ce passeport numérique santé, est-ce que avec vos homologues des autres pays, vous avez entamé ou initié une discussion sur des moyens matériels qui pourraient être mis à disposition justement pour favoriser ou accélérer cette mobilité intra-Afrique une fois que l'ensemble de ces données pourraient être collectées et à quoi pourrait ressembler justement un premier accord avec vos homologues? Je me demande si M. Dia est toujours avec nous. Oui, oui, j'ai eu des problèmes techniques. À un moment donné, dès que vous avez dit M. Dia, tout est parti. Je n'ai plus rien entendu. C'est parti, d'accord. Alors, je me suis concentré et je n'ai plus rien entendu.
Bon, alors donc la question en fait était celle d'un auditeur, je vais la reprendre, dans laquelle il s'interrogeait justement en tenant compte de la proposition qui vient d'être faite en termes de solution, un passeport numérique santé, c'est une chose. La question de l'auditeur était de savoir si vous, avec vos homologues justement, vous avez déjà entamé des premières discussions pour savoir s'il y aurait des moyens matériels ou humains qui seraient mis à disposition dans la création par exemple d'un plan mobilité inter-Afrique ou intra-Afrique. Il faut voir comment vous voudriez le définir. Oui, oui, c'est une question très intéressante. Mais je dois revenir sur le passeport en fait, santé numérique parce que le transport aérien et le tourisme constituent une même entité ministérielle au Sénégal et donc nous nous sommes beaucoup penchés sur cette question qui est une initiative de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Maintenant, ce qu'il faudrait préciser, c'est que le passeport numérique, il a deux objectifs. De s'assurer d'une part, enfin, en son état actuel d'initiative, deux objectifs. Le premier objectif, c'est de s'assurer que le voyageur voyage sans Covid. Donc, dans le passeport, il y a une information qui dit que ce voyageur n'a pas la Covid. L'autre objectif, c'est d'avoir une meilleure prise en charge par les médecins locaux. Parce que quand un voyageur tombe malade dans un pays tiers, dans le passeport numérique, il y a des informations sur le vaccin, les allergies, les maladies chroniques, les médicaments, etc. Et il y a une meilleure prise en charge par les médecins que le patient voyageur va trouver. C'est ça, pour le moment en tout cas, à l'état actuel des choses, c'est ça l'objectif du passeport numérique. Mais non, les initiatives, c'est vrai qu'il y a des discussions entre les aviations civiles des différents pays pour harmoniser les positions, discussions d'ailleurs plus informelles que formelles. Mais je dois à la vérité de dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une concertation avec les autres collègues africains sur la question de ce passeport numérique qui, en fait, relève beaucoup plus du tourisme que du transport aérien en vérité. C'est beaucoup plus pour, disons, réconforter le touriste, lui dire que bon, tu es Covid-free, tu as un document qui te permet de dire que tu n'as pas le Covid. Quand tu voyages, tu as l'assurance qu'arrivé dans le pays, tu vas être bien pris en charge parce que toutes les données concernant tes antécédents médicaux seront connus, quel que soit ton état de santé, que tu sois conscient ou inconscient, le médecin, juste en regardant ton passeport, en le regardant avec les outils appropriés, on va savoir si tu es malade ou pas. Donc voilà cette problématique. À mon avis, il faut bien que les gens comprennent la problématique. Le mot passeport induit souvent les gens en erreur et ils pensent souvent au passeport classique. Oui. qui permet de voyager entre les frontières. Ici, ce n'est vraiment pas ça. Et c'est ça qui explique d'ailleurs qu'entre nos collègues du transport aérien, ce ne soit pas un sujet de discussion générale. Maintenant, je trouve qu'effectivement, c'est une initiative qui permet de rassurer le voyageur et donc d'aider à la reprise en fait du trafic. Parce que tout ce qui rassure le voyageur aide à la reprise du trafic. Si aujourd'hui, on avait un passeport numérique qui permettrait d'uniformiser beaucoup de choses. Je parlais tout tantôt des disparités au niveau des tests. Certains demandent des tests à 7 jours, d'autres à 5 jours, d'autres à 3 jours. Si on avait un passeport numérique unique en Afrique, on aurait un seul délai pour les tests, par exemple. Certains font des tests avec des laboratoires agréés, d'autres avec d'autres types de laboratoires, etc. Si on avait un passeport numérique, tout ça serait harmonisé. Et c'est vrai donc que ce passeport numérique pourrait avoir un intérêt certain si toutes les dispositions de protection de données sont prises pour la reprise du trafic, en ce sens que ce passeport permettrait de redonner confiance. Parce que la confiance, c'est ce qui nous fait tous courir, hein. C'est ce qui alimente et fait vivre nos industries. On rentre dans un avion parce qu'on a confiance, hein. La confiance, c'est le mot clé. Et si on arrive à redonner confiance aux gens, eh bien, la reprise pourrait se faire. Et ce passeport pourrait contribuer à redonner confiance aux voyageurs
en Afrique et même dans le monde vers l'Afrique. Et c'est en ce sens que ce passeport pourrait être intéressant et c'est en ce sens que ça pourrait être intéressant de développer une initiative commune. Maintenant, juste un tout petit mot, 30 secondes. C'est vrai que c'est un privilège compte tenu de la qualité et du nombre des intervenants que d'intervenir 2 fois. J'en profite pour dire par rapport au privé et au public, au Sénégal, on a pu faire un bon mix entre les deux dans la réflexion sur la reprise. Parce que l'une des premières initiatives qui avait été prise, c'est la création d'un comité pour la résilience et la reprise en fait du trafic. Et ce comité est un comité où on retrouve et les privés et les représentants du public. Et ce comité est dirigé par des privés. Je veux dire, cette réflexion, aujourd'hui, moi, quand j'y vais en tant que directeur des transports aériens, c'est un privé qui préside la séance. Et les conclusions de ce comité sont prises en compte par le ministère et appliquées par le ministère. Après vérification, bien sûr, que ce n'est pas en porte-à-faux avec les lois et règlements du pays. C'est dire que le Covid nous a poussé à faire quelque chose d'inédit, d'inimaginable d'ailleurs dans nos mentalités, avoir un comité mixte public-privé de réflexion, presque de décision entre guillemets, comité dirigé par des privés. Et c'est dire donc qu'il faut que, pour aller de l'avant, qu'on utilise toutes les ressources, qu'elles soient du privé, du public, ou que ce soit même ou surtout que ce soit des associations qui, comme on le sait, sont les précurseurs dans la réflexion. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est vrai qu'au tout début de nos échanges, on avait parlé peut-être de l'émergence d'une nouvelle forme de leadership, peut-être s'affranchir du fait qu'on vienne du privé ou de la fonction publique ou qu'on ait fait tout son parcours dans des associatifs, parce que ce qui est important, c'est l'union de ces compétences pour passer cette crise, cette pandémie, avoir des solutions concrètes pour pouvoir effectivement avancer. Et on a une question d'un auditeur justement qui pose la question de savoir quelles solutions juridiques, institutionnelles et politiques peuvent être mises en place ou sont envisageables dans la mise en place justement de ce passeport numérique. J'ai eu un écho, donc je ne sais pas si Donc la question, c'est de savoir, est-ce que les institutions régionales, sous-régionales, comme la CEDEAO, sont sollicitées aussi dans cette démarche-là, ont été consultées? Je vais laisser... Qui a envie de répondre à cette question parmi nos invités? Monsieur Koné, je vous en prie. Merci beaucoup. Ce que Monsieur le ministre vient de dire, plus de ce que mon cher frère Ibrahim vient de dire. En fait, il faut éviter d'utiliser le mot passeport. C'est important. Parce que quand on dit passeport, passeport de santé, au fait, je comprends, les voyageurs, pour faciliter le voyage des Africains entre eux, les Africains voyager, faciliter les voyages entre les Africains, aller aux États-Unis ou alors en Europe et puis vice-versa. En fait, c'est un accès pour le voyageur de telle sorte que c'est un réseau de médecins du secteur privé ou alors du secteur privé et du secteur public régi par une certaine loi, bien sûr, qui prend en compte la protection des données personnelles parce que c'est des informations qui sont sur les cellulaires, les smartphones et tout. Mais pour arriver à un système comme ça, forcément, comme ce que j'ai dit, il faut collaborer au niveau des REC, qui est Regional Economic Communities, c'est-à-dire que ce soit la CEDEAO, que ce soit le EAC, East African Community, ou alors que ce soit les SADC. Parce que ça concerne, au fait, l'environnement réglementaire aussi important que la technologie n'est pas la limite, non. Il faut régir ça par une réglementation sous-régionale, bien sûr à travers l'Union africaine aussi. C'est important parce que nous allons interagir par exemple avec l'environnement des Européens ou alors asiatiques aux États-Unis. Aux États-Unis en ce moment, il y a une initiative, peut-être que vous êtes au courant, qu'on appelle le Common Project, qui a commencé la même chose parce que voyager pendant cette période de Covid, je ne vous dis pas, ce n'est pas du tout facile. Moi, j'ai un voyage à effectuer demain à Abidjan.
et je dois remplir les formulaires de tous les pays où je dois transiter jusqu'à ce que j'arrive à Abidjan. Alors, et ce n'est pas harmonisé, ce n'est pas pareil, chaque pays a ses lois. Alors, moi, c'est ce que j'avais. Il faut une harmonisation qui est très importante au niveau des Regional Economic Communities. Merci. Merci, M. Koné. J'ai une question d'un auditeur qui est adressée à M. Kané, justement le directeur général d'Air Sénégal. Sur le même principe, on a évoqué le coût d'un test, le coût d'un billet d'avion, le coût du voyage et aujourd'hui tout l'aspect administratif. Et donc la question de l'auditeur est de savoir si dans la réflexion, dans cette reprise-là, vous avez envisagé de retravailler les tarifs de vos billets et de faciliter ou de trouver un pack qui permette de reprendre des déplacements de manière plus aisée. C'est une question très pragmatique. Je vais répondre peut-être sur le même ton. Aujourd'hui, effectivement, il y a des surcoûts qui sont liés au transport aérien et au transport tout court. Quelqu'un qui arrive par d'autres moyens aura certainement à valider ou faire valider le fait qu'il ne fait pas un transfert de cas de Covid d'un pays à l'autre. Malheureusement, ce n'est pas spécifique au transport aérien seulement. C'est spécifique à tout transfert d'un pays à l'autre, des pays étant amenés à se protéger. Aujourd'hui, ce que je veux juste partager en termes de message aujourd'hui par rapport à ce dont on vient de discuter, c'est, si je devais résumer, ce serait deux mots, reprise et leadership. L'activité humaine s'est quasiment arrêtée, et c'était normal, parce qu'on était devant un virus qu'on ne connaissait pas. L'être humain et ce virus était un défi à la fois à l'intelligence humaine et un défi aussi à la sagesse humaine. L'intelligence est en train d'exercer ses capacités. On est en train de comprendre ce virus. On est en train de prendre des mesures pour reprendre nos activités. Je viens de le dire, nous, sur Air Sénégal, on est en train de reprendre. Et en réponse à la remarque de M. Bekele tout à l'heure, effectivement, d'Addis à Dakar, c'est un peu compliqué actuellement. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait dû à la pandémie. C'est dû principalement au fait que la liaison de Bamako est interrompue à cause des événements que nous connaissons au Mali, parce que pour Addis, on passait en général par Bamako. Et j'en profite pour apporter tout mon soutien au peuple malien dans ces circonstances difficiles. Et ceci dit, la reprise, elle est en train d'être là, parce que l'intelligence s'exerce. Et elle est là partout dans le monde. Et sur ça, l'Afrique a un certain leadership. Il faut absolument qu'on continue, qu'on soit extrêmement pragmatique, qu'on ne soit pas dogmatique. Le passeport, c'est un mot, comme l'a dit tout à l'heure M. Koné, qui peut apporter la confusion. C'est juste un support de communication entre autorités sur des informations concernant un individu qui voyage. Ce support, il peut être sécurité, identité entre états civils, il peut être aussi entre autorités de santé, mais ce n'est pas forcément le même support qui va servir pour tout. C'est juste un mot, et je pense que l'utilisation de ce mot peut être amenée à confusion. Nous, ce qui nous intéresse en tant que compagnie aérienne, ce sont des solutions qui marchent, très simplement. Nous avons déjà des solutions qui marchent, qui nous permettent d'aller et de venir, parce que l'humain a besoin de voyager. Et nous appliquons aujourd'hui ces solutions qui nous permettent de faire en sorte que quelqu'un qui quitte, par exemple, Abidjan, il vient à Dakar. Aujourd'hui, l'aéroport de Dakar est ouvert à tout individu, d'où qu'il vienne au monde. Les seules restrictions sont vis-à-vis des pays qui appliquent des restrictions vis-à-vis des Sénégalais. L'arrêté aujourd'hui qui a ouvert la frontière sénégalaise dit que tout individu, d'où qu'il vienne au monde, vient au Sénégal librement. Tout ce qu'on lui demande de faire, c'est un test datant de moins de 7 jours. S'il ne dispose pas de ce test, arrivé sur place, il est testé. De manière à réduire le risque d'afflux de cas au Sénégal à un niveau contrôlable, de manière à ce qu'on protège la population sénégalaise. La reprise, elle est là. Maintenant, on vient avec le leadership. Le leadership doit aller dans le pragmatisme.
et dans des solutions de plus en plus simples, parce qu'au début, on va commencer avec des solutions compliquées. Et ensuite, on va aller vers des solutions de plus en plus simples. Et là, je fais confiance à nos institutions, je fais confiance à nos États, parce que nous avons déjà des instruments, je parle en tout cas pour ce qui concerne le transport aérien. Nous avons des instruments qui ont appris à travailler, à gérer les risques et à les partager. Le transport aérien ne se fait pas de manière isolée, il ne peut pas se faire en silo. C'est la nature même de notre activité. Nous avons ce dialogue qui est déjà en cours au niveau de l'AFRA, les compagnies aériennes africaines, au niveau de IATA. Et de plus en plus, un consensus est en train de se dégager pour dire que, pour rassurer les voyageurs, comme dit M. Dia tout à l'heure, il faut rassurer. Aujourd'hui, la solution dont nous disposons, qui ne sera pas la solution de dans 6 mois, mais la solution d'aujourd'hui, ce sont les tests. Pour rassurer. Permettre aux gens de se déplacer au pays d'accueillir. Et réduire le risque à un niveau raisonnable. Il ne sera jamais de 0. Très bien, ces tests doivent avoir un support de partage. Pour dire que celui qui fait le test est habilité à faire le test. Le laboratoire. Pour dire que le résultat n'a pas été falsifié. Etc. etc. Donc, ça, ce sont des supports et ils marchent aujourd'hui. Et nous comptons donc toujours sur ces entités-là, sur l'intelligence humaine, pour simplifier demain, que le test ne coûte plus 40 000 francs CFA, c'est-à-dire 60 € à l'arrivée à Dakar. C'est moins cher qu'ailleurs aujourd'hui, mais qui coûte beaucoup moins cher pour que nos passagers puissent en bénéficier. Et en fin de... Oui? Oui. Donc, pour répondre à la question de notre auditeur qui reformule sa question, une fois qu'on a compris les coûts isolés de l'ensemble de ces points, les billets, les tests, le voyage en lui-même, est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée justement peut-être pour alléger ces coûts-là en imaginant que ce soit une personne qui soit obligée de partir avec son... Je suis convaincu que dans 6 mois, ce test va coûter beaucoup moins cher. Tout simplement parce que nous avons ici... Voilà, je donne l'exemple de Dakar. Nous avons l'Institut Pasteur et l'Institut du professeur Mbou qui travaillent et nous avons au Dakar des capacités de production de tests. On va aller vers des tests rapides certainement qui vont coûter, avec un objectif qui est annoncé par exemple au niveau de l'Institut Pasteur de 1 $ par test. Nous n'y sommes pas encore, mais nous sommes dans du pragmatisme. Nous devons être leaders sur le redémarrage et ensuite supprimer les barrières les unes après les autres. Et je suis convaincu que dans 6 mois, ce test sera beaucoup moins cher à l'arrivée à Dakar. Très bien, merci M. Khan pour ce retour. Je voulais qu'on puisse, on a interpellé pas mal nos auditeurs aujourd'hui à travers les questions, mais également à travers les sondages. Je voulais voir si nous avions déjà reçu le retour justement sur cette notion de passeport numérique. Et avant d'avoir la réponse de nos auditeurs, je vais reprendre les points clés qui ont été évoqués tout au long de ce webinaire, de cet échange, de ces débats qui ont été extrêmement riches, où on a pu prendre conscience dans un premier temps. Voilà la réponse au sondage. Donc, le passeport santé numérique, une solution adaptée. A priori, les auditeurs présents aujourd'hui, plus d'une centaine de personnes, sont plutôt 81% à être d'accord sur le fait que ça peut être une solution concrète et pragmatique à la mobilité en tout cas sur le continent, 19% non. Donc, on va suivre la tendance des 81% pour continuer à creuser cette question. Ce qu'on retient de cet échange de manière très concrète, c'est que c'est la notion, alors c'est du vocabulaire, mais le vocabulaire est important, la notion de passeport numérique. Peut-être que l'idée serait de le renommer, de trouver un nom qui soit plus approprié pour éviter des amalgames avec un passeport classique, qui est matérialisé ou dématérialisé dans certains endroits ici aujourd'hui. L'autre élément qui apparaît aussi comme étant important, c'est que grâce à cette crise, la notion de compétence a été plus prégnante et plus importante que celle de savoir si on appartient au public, au privé, justement pour développer un leadership avec des prises de décision qui soient à la fois harmonisées ou qui sont en cours d'harmonisation, mais également pour mettre en place des actions qui soient pragmatiques, pour pouvoir diffuser à la fois l'information avec des contenus concrets et assurer cette reprise au long cours dans les différents pays du continent. L'autre élément qui est ressorti aussi de ces échanges, c'est la qualité des échanges qui ont été initiés et qui permettent au numérique de se placer comme une colonne vertébrale en appui de l'ensemble des acteurs qui s'engagent justement dans cette sortie de crise et en même temps pour proposer des éléments très concrets pour avancer. Ce qui va nous intéresser
par rapport à ce que l'ensemble de nos invités nous ont présenté aujourd'hui, c'est d'avoir la suite. L'objectif du webinaire, c'est d'apporter des éléments de réponse, des réflexions, des débats, mais c'est aussi, dans une phase où aujourd'hui on a besoin d'avoir des actions et un suivi très concret, c'est de savoir quel est le pas suivant. Et comme nous disait M. Koné tout à l'heure, en donnant 2-3 éléments, en laissant un peu des éléments de perspective, c'est de voir de façon très concrète comment toutes ces alliances-là, qui remettent la santé au centre et le numérique aussi, au centre des actions et des réflexions, comment tout cela va s'articuler. Donc voici les idées principales qui sont issues de cet échange. Je vais remercier l'ensemble des intervenants pour leur temps, leur disponibilité, d'avoir accepté cette invitation et puis la préparation en amont de ce webinaire. Je vais également remercier l'équipe technique qui a été un soutien très réactif pour qu'on puisse également avoir la voix des auditeurs, leurs retours et les questions en direct. Et je vais laisser le mot de la fin à M. Ibrahima Noureddine Diagne en tant que président de l'API pour les perspectives ou les prospectives que vous auriez envie d'illustrer pour la suite de ce webinaire. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les participants qui ont consacré presque 1h30 à nous écouter. Et certains d'entre eux ont posé des questions sans doute qui n'ont pas pu avoir de réponse vu le temps contraint. Je voudrais remercier tous les panélistes qui sont des personnes très occupées et qui ont malgré tout trouvé un temps à nous accorder pour cette discussion, cet échange. Je voudrais également remercier l'équipe technique dont vous avez parlé, l'interprétation, toutes les personnes qu'on ne voit pas et qui, depuis une dizaine de jours, travaillent d'arrache-pied pour que cette question-là puisse être traitée. Alors, en termes de perspective, c'était de lancer le débat, de voir la pertinence en fait de cette question. Mais fondamentalement, la question clé, c'est de dire, nous sommes dans une période où il n'y a pas de solution universelle aux problèmes qui se posent. Pas seulement sur cette question aujourd'hui de santé, mais sur toutes les questions. Or, peut-être que je me trompe, mais le continent africain s'est longtemps habitué à attendre que des solutions lui soient apportées et parfois manque un peu d'audace pour prendre les devants et imposer sa solution au reste du monde. Et donc, moi, c'est un peu dans cet esprit-là, je pense que ce débat s'est tenu. J'aime bien la formule de leadership sur laquelle revient souvent le DG d'Air Sénégal, M. Kane. Mais c'est ça. Les gens n'ont pas encore inventé une solution pour régler ce problème. Nous ne devons pas nous dire que ça doit venir d'ailleurs ou je ne sais pas à quelle échelle, mais aussi un pays tout seul ne peut pas régler ce problème. Donc, c'est soit par des ensembles régionaux, soit à l'échelle continentale, que nous devons dire voilà comment nous réglons ce problème. Et souvenez-vous bien, quand il y a eu la crise d'Ebola, ça ne s'est pas passé comme ça. Pourquoi? Parce que la nature du virus est sans doute différente, mais il n'y a pas eu ce genre de restrictions en matière de voyage. Il fallait juste avoir la bonne température et on pouvait faire le tour du monde. Mais vous savez, l'humanité, à chaque fois qu'on décloisonne des frontières de confiance, pour reprendre ce que disait également le directeur des transports aériens, on commence à être de plus en plus dans l'incertitude. Les murs qui nous encadraient et qui nous mettaient dans la confiance sont des murs qui sont en train de bouger. Si on ne réinvente pas une matrice pour la confiance, en effet, ce n'est pas seulement sur le plan sanitaire, mais d'autres questions pourraient se poser. Donc la suite, Smart Africa a une belle initiative. On voit qu'au niveau des ministères en charge du tourisme, il y a des initiatives. La suite, simplement, c'est d'essayer de rendre toutes ces choses-là cohérentes et bénéfiques pour l'Afrique. Et surtout, que l'usage du digital soit un usage qui produise de la valeur en Afrique. Je pense que ça, c'est franchement le vœu d'African Performance Institute. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans laisser une seconde à M. Alex Corentin, qui est le vice-président de API et qui a énormément contribué à la réussite de ce webinaire. Alex, je sais que tu n'aimes pas apparaître, mais voilà, je te forcerai à apparaître et à saluer tes invités et à leur dire au revoir. Alex, tu n'es pas parti, j'espère. Ah. Oui. Ah, voilà. Je te reviens l'honneur de dire merci et au revoir à tes invités parce que tu es la cheville ouvrière de cette organisation. Non, je tiens particulièrement à remercier nos partenaires de ISOC, vraiment David Bekele, Marsema, Enoch
et tous ceux qui sont en dessous vraiment pour nous avoir donné cette opportunité d'organiser cet événement. Le chapitre et les chapitres ont cette mission justement d'accompagner toutes ces innovations et d'accompagner aussi tous les acteurs dans justement le plaidoyer qu'il y a dans les différentes problématiques qui se posent. Bien sûr, en tant que vice-président d'API, je remercie particulièrement tous ceux qui aujourd'hui ont participé ici à cet événement. Et tous les auditeurs surtout, tous ceux qui sont inscrits et tous ceux qui sont sur Facebook et qui nous ont écoutés. Et vraiment, merci. Et on a vu beaucoup de réponses. Ces questions, on va les traiter, je pense, au sein de l'API. Et ce sera surtout l'opportunité peut-être d'avoir de nouveaux champs d'action, de réflexion avec toute la communauté. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, bien que tu m'aies pris un peu par défaut. Voilà, merci beaucoup à notre modératrice, hein, Madame Eba Pissé, pour vraiment cette superbe modération. Et voilà, merci à tous. Merci, Monsieur Corentin. Mais il ne nous reste plus qu'à remercier l'ensemble de nos invités, nos auditeurs, et vous souhaitons vous retrouver bientôt sur les prochains webinaires de l'API. Très bel après-midi à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.